Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Il est le grand spécialiste mondial des bulles financières, professeur à l'université de Yale aux États-Unis. Il a été primé par la Deutsche Bank, il a été couronné du Nobel d'économie. Généralement classé parmi les néo-keynésiens, Robert Shiller n'a pas l'habitude de mâcher ses mots et il tire régulièrement la sonnette d'alarme. Son dernier livre, coécrit avec un autre prix Nobel, porte un titre éloquent, Marché de dupes, l'économie du mensonge et de la manipulation. Bonsoir Robert Shiller, bienvenue à vous et merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Un livre qui est donc coécrit avec George Akerlof, édition Odile Jacob. Alors, Robert Shiller, disons-le, personne dans la vie en général n'a envie de se faire arnaquer. Et pourtant, quand on lit votre livre, on comprend que ça nous arrive tous les jours. Il y a les abonnements trop coûteux, il y a les médicaments qui ne servent absolument à rien, il y a les services faussement innovants, dites-vous, les cartes de crédit. Prenons par exemple les cartes de crédit. Je vous vois sourire. En quoi sommes-nous victimes de la carte bancaire en tant que citoyens américains, français ou de par le monde ? Alors, il n'y a pas de problème intrinsèque aux cartes de crédit. Le monde n'est pas parfait. Par contre, il y a une chose qui ne va pas. Il y a des choses qui sont créées par des professionnels qui s'amusent à créer des expériences pour voir comment les gens réagissent. Et la carte de crédit, c'en est l'exemple le plus parfait parce qu'on dépense de l'argent à cause d'elle. On dépense de l'argent qu'on ne devrait pas dépenser parce qu'on a l'impression que le marché, si vous voulez, libéral et dans l'intérêt de tous est une idée assez erronée. Cette notion-là, je ne veux pas être moralisateur par rapport à ça, mais enfin, ce marché ne sert que les intérêts du profit. Tout n'est pas bon, mais tout n'est pas mauvais non plus. Et vous expliquez, Robert Shiller, que loin d'être accidentel, le mensonge et la manipulation sont en fait intrinsèques à l'économie. Pourquoi ? Vous savez, pour qu'une économie soit compétitive, il faut qu'il y ait de la concurrence, donc de la pression. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose. On ne va pas aller se tourner les pouces pendant que la concurrence est là. Il faut constamment être présent, c'est certain. Donc il y a une pression. Et cette pression vient de la concurrence et stimule la concurrence. En soi, c'est une bonne chose. En fait, si on ne se bat pas pour rester au top, on se fait dépasser par les autres. Mais l'aspect négatif de cela, c'est qu'on ne peut pas être constamment, si vous voulez, éthique ou moral. Enfin, disons, c'est une moralité plus profonde, mais il faut quand même tricher pour rester au top, justement. Et dans ce livre, vous parlez notamment d'Adam Smith, pour qui l'équilibre de marché n'est pas nécessairement optimal. C'est la fameuse main invisible, comme vous le dites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la concurrence des marchés, elle est telle que toute occasion de profit est systématiquement exploitée, c'est ça ? C'est une jolie façon de le dire, effectivement. S'il y a une occasion, une opportunité de tricher qui n'est pas illégale et qui n'est pas censurée, si vous voulez, par la communauté des milieux d'affaires, eh bien, effectivement, cette opportunité, on s'en saisira et c'est ce que permet le système. C'est ce que permet le système. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de moralité. En fait, non. On est dans un marché d'une certaine façon assez moral, mais il faut quand même souligner l'importance des scrupules que les gens peuvent avoir. En fait, ce que vous nous dites, si l'on comprend bien, c'est que la raison n'est pas du tout un pilier de l'économie, ni même un quelconque vecteur. L'économie est au contraire, selon vous, dominée par l'irrationnel, c'est cela ? Disons qu'il y a beaucoup de psychologues qui vous diront que la faiblesse humaine, les erreurs humaines nous guident dans nos mauvaises décisions. Mais en fait, ces faiblesses, elles sont créées par le système lui-même. Et c'est ça la grosse différence entre l'économie et la psychologie. C'est un concept qui vous a été inspiré, je crois savoir, par une déclaration de l'ancien président de la Banque fédérale américaine, Alan Greenspan. Qu'avait-il dit à l'époque ? L'exubérance, hein.
C'est vrai. D'ailleurs, figurez-vous que j'ai rencontré Alan Greenspan à l'époque où il a créé cette expression d'exubérance irrationnelle et j'essaie de lui faire comprendre que les marchés ne sont pas efficaces. Greenspan, jusque-là, était vraiment, disons, quelqu'un qui était en faveur du libéralisme absolu, mais en fait, on a vu entre-temps des bulles apparaître sur les marchés, notamment le marché boursier, et il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement cette exubérance irrationnelle qui alimentait ces bulles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des gens qui sont excessivement exubérants. Je ne dis pas que ce soit de la folie, de l'irrationalité complète, mais enfin, on n'en est pas loin quand même. Et en fait, on n'est pas en train de dire que les gens sont irrationnels ou fous. D'ailleurs, Greenspan ne l'était pas non plus. Alors, vous puisez, pour appuyer votre propos, sur ce qu'on appelle l'économie expérimentale. En quoi cette discipline de l'économie expérimentale contredit-elle la pensée économique dominante ? Je vais vous dire, d'ailleurs, je ne suis d'ailleurs pas sûr que la pensée économique dominante soit vraiment dominante de nos jours. Mais au cours du dernier siècle, ce qui s'est passé, c'est que les économistes se sont amusés à créer des modèles économiques basés sur le premier grand principe qui était que les gens prennent des décisions rationnelles, ils calculent tout en fonction des informations, ils prennent des décisions optimales et tout ça dans une démarche égoïste et tout le monde s'y retrouve. Voilà, ça c'est en gros l'orthodoxie, la doxa économique qui était dominante jusqu'à il y a peu. Mais maintenant, ça commence à bouger parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas comme ça. Les gens ne sont pas si rationnels d'abord, comme vous l'avez souligné. Et puis d'abord, ils ne disposent pas de toute l'information. Et puis, ils ne sont pas entièrement égoïstes non plus. D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose. Heureusement d'ailleurs. Alors justement, vous prenez un exemple assez édifiant dans votre pays, les États-Unis, et vous expliquez pourquoi dans ce pays, le vôtre, les Noirs, les Afro-Américains payent leur voiture plus cher que les Américains blancs. Pourquoi ? Effectivement, là, ça n'est pas de la théorie économique, ça c'est vraiment la réalité. Si quelqu'un entre chez un concessionnaire automobile pour s'acheter une voiture, les commerciaux le regardent et se disent combien on va pouvoir tirer de ce client. Eh bien, si vous êtes noir aux États-Unis, on voit effectivement qu'on vous facture davantage parce qu'ils savent qu'ils peuvent se le permettre. Alors, ça n'est pas nécessairement un préjugé racial, c'est pas on n'aime pas les Noirs, on va leur facturer plus, c'est pas ça. Parce que les concessionnaires noirs font la même chose, c'est pas un problème de race. Mais on voit qu'il y a une faiblesse là. Les hommes noirs en particulier, font davantage confiance, sont un peu plus crédules, naïfs peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qui se passe sur le plan psychologique. Toujours est-il que les commerciaux y voient une opportunité de leur facturer leur voiture plus chère. C'est une réalité. Et on sait d'ailleurs aussi que les subprimes, les fameux crédits à taux variable, ont été le plus souvent vendus à des personnes pauvres aux États-Unis. Alors vous nous alertez sur les mécanismes qui conduisent à prendre de mauvaises décisions économiques et vous expliquez que ça passe par des biais psychologiques et des dissymétries informationnelles. Que voulez-vous dire ? Quel est donc ce conditionnement ? Il y a eu une énorme révolution dans le monde économique et l'orthodoxie économique est en train de changer. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce qu'elle cède la place à ce qu'on appelle l'économie comportementale parce qu'il y a énormément d'anomalies comportementales. Les gens, quelquefois, sont trop sûrs d'eux-mêmes. Ils s'imaginent qu'ils valent mieux que la moyenne, mais mathématiquement, c'est pas possible. On ne peut pas tous être au-dessus de la moyenne. C'est un non-sens. Mais enfin, cela amène les gens, alors il y a de bonnes choses et de mauvaises choses, c'est bien d'avoir un peu confiance en soi, mais les gens sont trop sûrs de leur affaire et puis finalement ils se font piéger par d'autres qui, eux, savent se servir de cet aspect un peu irrationnel. Votre livre, Robert Schuller, coécrit donc avec George Akerlof, nous incite à penser qu'une économie dirigée avec un État-providence, entre guillemets, serait préférable au libre marché. Est-ce votre sentiment ?
Non, je ne dirais pas tout à fait ça. Ce qui se passe, c'est que non, l'économie, enfin le libre marché est une bonne chose, mais il faut quand même la réglementation du marché et puis la réglementation des affaires. Enfin, on n'appelle pas ça comme ça, mais enfin les hommes d'affaires, les acteurs économiques doivent respecter certaines règles. Il faut quand même revenir à des considérations morales. Au bout du compte, les milieux d'affaires doivent maintenir cette confiance avec les clients pour que les affaires puissent continuer. Donc c'est une obligation morale. Ceci ne va pas dans le sens des modèles économiques traditionnels, mais c'est essentiel. Et c'est la raison pour laquelle les économies de marché ne peuvent pas simplement s'appuyer sur les marchés. Mais est-ce que, Robert Shiller, la régulation en cours actuellement est suffisante ? La réglementation, d'ailleurs, il pourrait même y en avoir trop. Hein. On peut même aller trop loin, en faire trop. Et quelquefois, il y a des acteurs économiques qui essaient de soudoyer les autorités de tutelle pour modifier la réglementation. Il y a une nouvelle réglementation un peu automatique avec Internet qui n'existait pas il y a 20 ans. Mais en même temps, ça donne des opportunités pour tricher davantage. Ça va dans les deux sens. Et donc là, les instances de réglementation doivent toujours être sur le qui-vive. La réglementation est une bonne chose. Je crois que les instances de réglementation doivent être respectées. Mais le problème, c'est que la société ne semble pas reconnaître la nécessité de la réglementation. Et je voudrais que, par exemple, même mes étudiants deviennent des réglementeurs. Alors, on le sait, ce n'est pas forcément le sujet de votre livre, mais on profite de votre venue à Paris pour vous interroger sur cette question de ce qu'on appelle ici l'austérité, qui a été beaucoup dénoncée dans des manifestations un peu partout en Europe, notamment en Grèce, mais pas seulement. L'Europe mène en effet des politiques budgétaires très rudes, ce qui n'a pas été le cas de l'administration Obama. Quel est votre avis à ce sujet ? Je vais vous dire, les politiques d'austérité sont peut-être elles-mêmes des marchés de dupes. Elles relèvent un peu de la manipulation. Pourquoi ? Parce qu'on joue sur les sentiments qu'ont les citoyens par rapport à la dette de l'État, comme si la dette de l'État était une dette personnelle. Alors quelquefois, il faut des mesures d'austérité, mais cette notion que l'austérité va régler tous les problèmes ne nous paraît pas convaincante. Lorsqu'un gouvernement cesse de dépenser en période de récession au nom de l'austérité, généralement c'est une décision politique, mais pas une décision économique viable. Vous êtes considéré, Robert Shiller, comme l'un des plus grands spécialistes de ce qu'on appelle les bulles financières. Vous parliez de vos étudiants, peut-être vous ont-ils déjà posé la question. Quelle est selon vous la prochaine bulle financière ? Il y a des bulles financières tout le temps, plus ou moins grosses. Et ces bulles sont la nature humaine. Il y a des gens qui se passionnent pour des histoires qu'on leur raconte, et puis c'est comme ça que les bulles apparaissent. Alors, la prochaine grosse bulle, il y en a en ce moment même. Le marché de l'immobilier, notamment dans des villes comme Paris ou Londres, les grandes capitales, il y a des bulles immobilières, mais également des bulles boursières. Pas partout, mais il y en a ici ou là. Elles sont généralement associées à un récit, une narration qui séduit le consommateur. Le marché des obligations connaît une petite bulle en ce moment parce que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Merci beaucoup, Robert Shiller. Vous êtes, je le rappelle, prix Nobel d'économie, auteur de Marché de dupes, l'économie du mensonge et de la manipulation, avec Georges Akerlof, lui-même prix Nobel d'économie. Un ouvrage à mettre entre toutes les mains, notamment des hommes politiques, mais aussi des consommateurs que nous sommes tous. Merci à vous, Robert Shiller. Merci beaucoup. Merci.